Um den Feldhamsterschutz auch grenzüberschreitend fortzuführen, wurde das Projekt Interreg-Cricetus ins Leben gerufen. Und hier arbeiten wir mit deutschen und französischen Partnern zusammen an den Lösungen für die Probleme, die wir auf beiden Seiten eben in ähnlicher Weise haben. Das Thema Zwischenfrüchte ist für uns bei der Stiftung im Feldhamsterschutz eher ein neues Thema. Bisher hatten wir das nicht wirklich auf dem Schirm, aber merken schon, dass da eine gewisse Win-Win-Situation für Feldhamster und Landwirtschaft denkbar ist. Genau das, was Herr Blum gerade angesprochen hat, dass es eben keinen kahlen Boden nach der Ernte geben soll, ist das, was der Feldhamster braucht. Also wir wollen ganzjährig in seiner Aktivitätsperiode von April bis September, dass er Deckung und Nahrung findet und so eben die Populationen überleben können und sich fortpflanzen können. Und wenn der Mähdrescher dann darüber gefahren ist, hat der Hamster dann keine Nahrung, keine Deckung mehr. Dies hat sich auch verschärft dadurch, dass bei uns im Dorf überhaupt keine Viehhaltung mehr ist. Früher hatten wir noch Viehhaltung mit viel Luzerneflächen und das war ja auch ein Lebensraum für den Hamster. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur ces couverts. Je pense que les travailler au niveau Interreg et notamment au niveau du Rhin, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a la même climatologie, on a aussi à certains endroits les mêmes types de sols. Donc trouver des complémentarités avec nos homologues allemands, belges et peut-être même en partie suisses, même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, pourrait être quelque part un plus pour justement arriver à faire que demain l'agriculture soit encore là, que les couverts soient un atout important. Et donc les questions qu'on se pose toute la journée, ça va être comment mieux réussir ces couverts, qu'est-ce qu'on peut apprendre un peu des expériences des uns et des autres, et puis aussi comment on peut mesurer ces services rendus. Und bei Problemen verfolgen wir oftmals die falschen Strategien. Es gibt eine alte indianische Weisheit, die heißt, wenn dein Pferd tot ist, steige ab. Aber wir machen das oftmals anders. Wir besorgen uns eine stärkere Peitsche, also sprich, wir nehmen mehr Dünger, weil wir denken, mit dem können wir es korrigieren. Oder wir nehmen einen größeren Schlepper mit mehr PS oder intensivere Bodenbearbeitungsgeräte. Ja. Oder wir sagen, so haben wir das Pferd schon immer geritten. Also das heißt, wir finden eine Entschuldigung für das, dass wir einfach so weitermachen können wie schon immer. Oder wir versuchen, das tote Pferd wiederzubeleben mit allem, was uns zur Verfügung steht. Technik, Chemie und so weiter. Oder letztendlich erklären wir, dass unser Pferd besser und schneller und billiger tot ist als andere Pferde. Das heißt, wir reden uns aus dieser ganzen Sache heraus. Und eine Lösung für mich dieser Probleme, die wir haben, das ist zum einen die Minimierung der Bodenbearbeitungsintensität und zum anderen aber auch die Weiterentwicklung des Zwischenfruchtanbaus. Quel est le rôle du couvert là-dedans? Le rôle du couvert là-dedans par rapport au réchauffement climatique, ça vous permettra de ce que j'appelle, c'est une variable d'ajustement pour rééquilibrer les sols. Pour qu'un sol, le sol est un formidable outil de production, mais qui malheureusement, et la plupart des secteurs, la plupart des exploitations, sont actuellement déséquilibrés. En 2022, le couvert a été implanté 5 jours après la moisson, c'est-à-dire le 14 juillet. Et pendant 4 semaines, il n'y a aucune germination du fait d'une sécheresse qu'on avait sur Borchia-Fulsheim. Et vers le 15 août, on a eu une pluie, donc ça a permis que le couvert germe à ce moment-là. Les couverts sont généralement multi-espèces, comme je dis avant, mais par contre, le pois, soja et vesse ont des problèmes. Je pense que l'été, c'est pas très compatible pour l'été. Et en plus, bon, les couverts sont clairsemés, donc comme on a dit avant, il y a pas mal de mauvaises herbes qui passent, surtout les kénopodes, et c'est un gros problème pour moi. On a récolté le blé, on a passé un coup de herse à paille, et on a semé fin juillet, donc avec un semoir à dents. Et par chance, j'ai eu 20 mm juste avant, donc quelques jours avant de semer, on a eu 20 mm. Et donc ça a donné un super couvert. Et malheureusement, c'est rare. Et là, vous voyez, ce qui est en vert, vous avez la capacité de germination et la résilience au flétrissement, ce que j'appelle la résilience des couverts. Ce qui est en vert, c'est ce qu'il y a de mieux. En plutôt rouge,
Ça lève mal et ça résiste beaucoup moins au flétrissement. Bon, je conclus très rapidement, hein, ce sont les vesses velues, vesses pourpres, trèfle incarnat et éventuellement pois fourragers qui sont aujourd'hui les espèces les plus résilientes au stress hydrique pour les légumineuses. Et j'ai fait la même chose pour les crucifères. Et là, vous voyez essentiellement moutarde abyssinie qui sont aujourd'hui les plus résilientes au stress hydrique. Déjà, on voit qu'il y a un peu d'effet de l'espèce sur l'enracinement. Les traits rouges ou noirs, il n'y a pas grande différence. Par contre, il y a une très très grande différence, c'est sur la durée de végétation entre les traits pointillés, où c'est à 1000 degrés jour, l'enracinement en gros au moment de la destruction du couvert, et les traits en traits pleins, qui sont à 500 degrés jour, donc un mois et demi après la levée du couvert, où on a beaucoup moins de racines en profondeur en septembre qu'en novembre-décembre lors de la destruction. À partir de différentes dates de levée des couverts, on voit que si on sème par exemple un couvert fin juillet ou début août et qui va lever le 10 août, les 1000 degrés jour, vers la mi-octobre, on les atteint. Par contre, si on sème un couvert fin août et qui lève que le 30 août, les 1000 degrés jour, on les atteint mais qu'au mois de décembre. Et si le couvert il lève en septembre, on n'atteint pas les 1000 degrés jour. Arrivé au mois de décembre, on n'est qu'à 700 degrés jour. Et puis après, les températures en décembre-janvier font qu'on n'atteint pas ensuite les 1000 degrés jour. Donc d'où vraiment l'importance de la date de semis du couvert pour avoir une durée de végétation et optimiser l'enracinement des couverts. Ces couverts ont produit une certaine masse de végétal, donc exprimée en biomasse en tonnes de matière sèche par hectare. Ces couverts ont pu produire jusqu'à 7 tonnes de matière sèche. La médiane était autour de 2,4 tonnes de matière sèche produite sur ces 2 années. La quantité d'azote absorbée par rapport à la masse végétale produite. Et donc, on monte à des quantités d'azote absorbées qui peuvent parfois dépasser 80, voire 120 kg d'azote dans les parties aériennes des végétaux. Donc tout ça, ce sont des éléments minéraux piégés dans l'organique des couverts végétaux qui vont être restitués dans les parcelles et qui vont avoir un effet de biodisponibilité important pour les cultures suivantes et qui rentrent dans le cycle et qui vont permettre d'économiser des intrants. Donc on a fait des comptages de vers de terre en utilisant la méthode de la bêche. Donc on sort un bloc de terre et on compte tous les vers de terre qui sont dedans. On a comparé en fait toutes nos parcelles vous voyez la zone rouge, c'est la référence des vers de terre en sol cultivé du FIBEL. Vous êtes déjà un peu au courant, ça c'est une technique qui commence à être bien rodée, mais les colzas associés, c'est vraiment la technique gagnante et associée avec des couverts gélif, donc févrole, trèfle d'Alexandrie, des lentilles. Ça a des effets court terme et moyen terme, mais on peut aussi l'associer avec du trèfle blanc. Et donc en gros, on va mélanger simplement les deux au moment du semis. 3-4 kg de trèfle blanc. Trèfle blanc ou d'autres. Nous, on est surtout avec du trèfle blanc parce que c'est le moins risqué. On a aussi des agriculteurs qui mettent avec du lotier ou de la luzerne. Le trèfle violet, un peu moins. Donc le trèfle blanc va vraiment être en sous-étage du colza. Et alors, à la moisson, il explose. Bon, là, la photo, c'est dans le meilleur des cas. En général, il est un peu moins développé que ça. Mais on peut avoir une couverture. En fait, pour 25 €, on a notre couvert qui est implanté. Et c'est un couvert qui va pouvoir capter 40, 50, 60 unités d'azote. Donc, en fait, il est hyper rentable. Alors, si on veut protéger le grand hamster ou d'autres rongeurs, on ne va pas broyer les cannes. On va les laisser à la moisson. Comme ça, en fait, les rapaces ne pourront pas... Ça va faire des pieux, en fait, et les rongeurs vont bien se balader en dessous. Moi, j'aimerais d'abord en profiter pour remercier un petit peu tous les acteurs qui sont autour de l'agronomie, toutes les personnes qui nous permettent de progresser en campagne, parce que toutes ces expériences mises en commun permettent d'aller beaucoup plus vite que d'accumuler d'année en année des échecs. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et je pense que c'est grâce à ce programme pour la préservation du grand hamster que ça a pu se mettre en place. C'est des retours d'expérience qui sont très favorables et qui nous permettent, nous, derrière, d'avoir des billes pour, avec les agriculteurs, construire une mesure qui est encore plus favorable, qui est plus adaptée et pour la faune, en règle générale, même si on vise
mine de rien le hamster à la fin, et qui est aussi praticable sur le terrain, techniquement, agronomiquement et puis économiquement aussi pour les agriculteurs sur le terrain. Ja, ich selber bin im Artenschutz tätig und mit der Landwirtschaft nur über den Artenschutz verbunden. Ich fand das enorm interessant, heute diese Verknüpfung zu bekommen, diese Idee, Zwischenfrüchte für die Biodiversität einzusetzen. Wir haben heute auch schon gehört, was die Zwischenfruchtbedeckung alles kann. Und dass das auch durchaus für Insekten und Kleinlebewesen interessant ist. Und auch für den Feldhamster kann man da Möglichkeiten sehen, aber man sieht auch die Probleme oder die Vielfältigkeit in der Umsetzungsart. Da muss man noch, glaube ich, eine Menge Gehirnschmalz reingeben und nachdenken, was da machbar ist. Quand on parle de biodiversité et de diversité, on parle aussi de diversité de mesures et je pense que c'est un peu à chacun d'essayer de trouver celle qui lui convient mieux, à la fois par rapport à son sol, mais par rapport à sa pratique et puis ses envies. Et donc je pense que le message que vous pouvez retenir de cette journée, c'est d'être un peu créatif et oser tester des nouvelles choses. Et puis surtout, je pense qu'est aussi très intéressant dans le dossier hamster, c'était via la CUMA ou autre, les échanges qu'il y a eu